quitté sur la auto. Nanana. Et ces garçons qui arrivent. Quittez, yeah. Banana, écoutez un peu. Et ces garçons qui arrivent. Coucou Nathalie. Tu vas bien ma chérie? Bonjour, rebonjour. Je viens de finir de manger. Un déjeuner équilibré pour ne pas se sentir lourd parce qu'on a encore du boulot à faire. Donc, j'ai mangé léger et me voici en train de prendre mon infusion romarin et menthe pour être juste, pour bien digérer. Je vais très bien, je te remercie. Je vais merveilleusement bien. Bonjour la famille. Il y a des travaux ici chez moi, donc de temps en temps, vous pouvez entendre du bruit. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Bon, je n'ai pas mis long chez ma banquière. Je lui ai demandé un peu de sous. Je lui ai envoyé un email pour qu'elle me débloque de l'argent, etc. Elle m'a pas répondu, donc je suis allée la voir ce matin. Je n'ai pas mis long. Elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, dès demain, ça sera fait, etc. Donc bon, j'ai mis 5 minutes. Et après, je suis rentrée. Enfin, je suis allée faire d'autres choses avant de rentrer déjeuner. Et me voici devant vous. Bien! Les entrepreneurs, là, approchez. Venez prendre les cours et l'expérience chez la professionnelle à son compte depuis de très nombreuses années et qui maîtrise le sujet. Donc, venez. Merci Marie-Thérèse. Oui, je vais bien, vraiment, je vais bien. Je vais bien. Vous savez, quand on a la santé, quand on n'a pas, voilà, on n'a pas un souci, il faut savoir apprécier vraiment ce que nous avons, il faut savoir apprécier cela. Oui, oui, non, non. Non, vous savez que j'ai plein de choses à faire. Là, avant la fin de l'année, j'ai énormément de choses à faire. J'ai énormément de choses à faire, donc le banquier, il faut qu'il soit, c'est mon complice. Ma banquière, vous savez, arrivé à un certain niveau d'affaires, tu ne peux pas ne pas fonctionner avec ta banque. Tu es obligé, ça devient ton interlocuteur. Et tu ne peux pas mentir à ta banquière ou à ton banquier. Il faut lui dire la vérité pour que justement, il faut que la relation soit clean avec ton banquier pour que les choses avancent. Et elle, c'est elle qui gère tout. Donc, alors elle m'a rappelé, ce serait bien qu'on se voit pour les différentes assurances, etc. Ce serait bien qu'on se voit pour le plan d'épargne salariale. Ce serait bien qu'on se revoie. Enfin bon, elle m'a mis 3 rendez-vous pour voir certaines choses. Vous savez, le banquier, c'est un commerçant. Plus il va me proposer des choses, plus elle aussi, elle va bosser. Ce sont des commerçants, les banquiers. Donc, c'est pour ça que je ne comprends même pas que les Africains n'utilisent pas la banque pour faire des affaires. Parce que les banquiers, son travail, c'est de nous vendre son argent. Et donc, si tu as une affaire qui est clean, qui marche, le banquier n'hésite pas à te donner de l'argent. Moi, si j'écoutais ma banquière, c'est que je suis endettée jusqu'au cou. Parce que ma banquière, si je l'écoute, c'est qu'elle doit me prêter l'argent tous les jours. C'est-à-dire qu'elle, il faudrait, si vous avez besoin de ça, n'hésitez pas, il y a ça, etc. Si tu écoutes la banque, tu vas être, si tu es crédible, que tu es fiable, que tu es crédible auprès de ton banquier, il peut te prêter l'argent tous les jours, si tu veux.
Mais il faut faire attention de ne pas tomber justement sur ce genre de choses. Il faut vraiment prendre l'argent à banque quand tu en as besoin. Et l'argent que tu es sûr de rembourser, bien sûr. On est en Europe ici. Ici, on fonctionne avec la confiance et la fiabilité. Donc, c'est ça qui détermine en fait le fonctionnement, notamment d'une entreprise. Il ne faut pas croire. Euh, voilà. Donc, bipez tout le monde, on va parler de l'entrepreneuriat. Coucou Claude, chérie, comment vas-tu? J'ai hâte de te voir le 28 à Paris. J'ai hâte de te voir. Alors, donc, pour le 28 à Paris, tout est déjà prêt. Je dois juste retourner à Paris parce que je n'ai pas eu le temps hier. Je voulais passer hier à l'hôtel Hilton pour voir quand même la salle dans laquelle nous allons être pour notre séminaire. Mais bon, c'est pas grave, j'y retourne pas ce week-end ou le week-end après. Je dois aller faire du shopping. Mon amoureux m'a dit, est-ce que tu veux bien que si tu veux, je peux t'amener à Paris faire du shopping? Je lui ai dit, oui, oui, bien sûr. Il me dit, j'aimerais bien t'offrir ta robe pour les Gifadors. Je dis, oh, merveilleux, c'est génial. Coucou, Fitiation. Donc voilà, donc je vais retourner à Paris pour aller voir au Hilton, là, pour voir tout ça. Et puis, autrement, tous les intervenants sont prêts. La formation, le formateur, il est déjà prêt. Il a déjà fait les choses bien comme il faut. Le photographe, pareil. Ils ont déjà réservé leur train. Le photographe part de Rennes. Le formateur part de Saint-Malo. Et donc, on arrive tous à Paris et on forme tout le monde. Et on fait la fête et on s'embrasse et on se fait des bisous. Et ainsi va la vie. L'amour, rien que l'amour. L'amour, rien que l'amour. Voilà. Des choses positives. Mm. Des choses positives. Partagez mes amours. Quand je suis en live, il faut partager, vraiment. Parce que si je prends mon temps pour venir vous parler de l'entrepreneuriat et que vous ne partagez pas, vous pensez que moi je vais m'asseoir pour vous parler de l'entrepreneuriat alors que vous ne partagez pas? Il faut partager, mes amours. Partagez, partagez. Faites un tour de partage. Ok? Faites un tour de partage. J'ai déjà partagé jusqu'à étudier au PK8. Ma page est ultra restreinte, mes amis. Très, très restreinte, ma page. Donc, si vous ne partagez pas vraiment, bipez les gens, mettez arrobase, etc. Pour aider cette page à sortir de cet enclos dans lequel les jaloux et les mauvais ont mis ma page. Mais ils se rendent compte que leur jalousie et leur méchanceté ne freinent pas du tout l'évolution de l'entreprise Duta Cosmétique. D'accord? Oui, je suis déjà à Nantes, ma chérie. Je suis rentrée hier soir. Je faisais juste un aller-retour. J'avais un rendez-vous important à faire. C'est ce que vous m'avez vu faire hier. Et puis, je suis rentrée en soirée. J'ai dîné avec ma fille et ensuite, je suis rentrée. Voilà. Bon, je vais aller partager aussi. Comme vous ne partagez pas assez, je vais aller le faire également. Je vais aller le faire également.
Je vais parler de l'entrepreneuriat parce que il y a plein de gens qui disent n'importe quoi hein, sur l'entrepreneuriat. Je vais parler effectivement quand on... Parce que c'est bien de parler aux jeunes justement qui aimeraient se lancer pour qu'ils comprennent justement ce dans quoi ils s'engagent et d'éviter justement de faire certaines choses. Parce que beaucoup de novices de l'entrepreneuriat peuvent raconter n'importe quoi et ça peut justement amener beaucoup de jeunes à faire des erreurs. À faire des erreurs. Bonjour la famille. J'ai froid, hein? Ouh, j'ai froid. Attendez, je prends ma veste, non? J'ai trop froid, je prends ma veste. J'ai froid. Il commence à faire froid, hein, je trouve. Ouf. Il commence à faire froid. Voilà, je prends ma veste, je suis mieux comme ça. J'avais froid. Alors, il faut partager. Faites un tour de partage, mes amis. Oui, il commence vraiment à faire froid, je vous assure. Moi, j'ai froid. Bonjour, ma faux. Vous allez bien? Est-ce que tout le monde va bien? Alors, la dernière fois, j'ai parlé de l'entrepreneuriat, des complications éventuelles qu'on pourrait rencontrer quand on entreprend. Mais je n'avais pas abordé, je vais de temps en temps aborder ce sujet parce que je me rends compte que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes entrepreneurs se lancent dans l'entrepreneuriat sans en maîtriser les codes. Et je pense qu'il est de notre responsabilité, nous, les vieux routards, d'apporter quelques éclaircissements afin que ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat puissent avoir les bons éléments afin de se lancer. Alors, je vais parler du bail, le bail commercial. Le bail commercial. Le bail commercial, quand tu as une entreprise et que tu... Merci beaucoup la reine. Quand tu as une entreprise, n'est-ce pas? Par exemple, tu vends les cosmétiques, comme c'est mon cas, et compléments alimentaires, par exemple, et que tu veux avoir une boutique. Tu vas trouver un local commercial, ça s'appelle comme ça, un local commercial qui appartient à un propriétaire et tu vas signer un contrat avec le propriétaire. Ce contrat de location que tu vas signer avec ce propriétaire, il y a des obligations. D'accord? Donc, ce contrat, ça s'appelle un bail commercial. Ok? Un bail commercial. Un bail commercial n'a rien à voir avec un bail de location simple, de location d'habitation. Ce ne sont pas les mêmes clauses, ce ne sont pas les mêmes obligations, etc. Donc, quand tu vas acheter, tu signes un bail commercial, c'est un bail qui t'engage pendant 9 ans. 9. À raison par tranche de 3 ans. C'est-à-dire que ça t'engage à 3 ans, 6 ans et 9 ans. D'accord? Ça s'appelle un bail 369. Le bail 369, tu ne peux pas t'en défaire n'importe comment. Merci beaucoup, Diane. Le bail 369
comme son nom l'indique, c'est tu peux arrêter ton bail à la troisième année, à la sixième année ou à la neuvième année. Mais tu ne peux pas arrêter ton bail au cours de la première année, par exemple. Si tu le fais, c'est sous deux conditions. La première condition, c'est que tu dois en faire la demande à ton propriétaire et s'il est d'accord que tu puisses quitter son local. Parce qu'un propriétaire qui a signé un bail 369 ne va pas accepter que tu partes de là en milieu des 2 années, enfin avant les 3 années. D'accord? Donc tu peux partir, laisser un bail au bout de 3 ans en ayant pris la peine d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à ton bailleur. 6 mois, je crois 6 mois ou non 3 mois je crois. 3 mois ou 6 mois, je ne sais plus, avant la date d'anniversaire. D'accord? Voilà. Mais tu ne peux pas en tant qu'entreprise. Et je vous ai dit qu'il y a des travaux chez moi. C'est juste quand je commence mon live qui commence à percer. Oh, c'est pas possible. Excusez-moi, hein, j'ai les travaux chez moi. C'est quand ce type, à chaque fois que je commence le live, c'est à ce moment-là qu'il commence à percer. Donc, j'étais en train de dire ceci. J'espère qu'on va réussir à faire ce live en espérant qu'il ne me perturbe pas avec ces travaux. Donc, tu ne peux pas, toi, en tant qu'entreprise, arrêter ton bail du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. La loi l'interdit. Tu ne peux pas. Mais, si tu as un bailleur compréhensif et que tu vas le trouver en lui expliquant pourquoi tu vas arrêter le bail, en cas de force majeure, le bailleur peut accepter sous condition que tu lui verses justement peut-être le reste des loyers, etc. et tout. Mais très peu de bailleurs acceptent ça. Parce que le bailleur, il va perdre les mois de loyer. Vous savez que ici en Europe, quand tu investis sur un local commercial, moi par exemple, j'achète un local commercial, je trouve un locataire, un commerçant. Au bout de 6 mois, tu viens me dire que tu veux partir de mon local, je ne vais pas accepter. Parce que j'ai loué pour 3 années, 3, 6 et 9 ans. Tu peux partir au bout de 3 ans, mais tu ne peux pas partir avant. Et si je n'accepte pas que tu partes, tu ne peux pas partir. Et dans ce cas-là, il y a vraiment, la situation peut se compliquer. Bien. Il y a cette histoire de bail. La deuxième chose, c'est que quand tu signes un bail 369, un bail commercial, c'est une entreprise. C'est une entreprise qui signe un bail 369. Tu ne peux pas aller signer un bail 369 comme ça si tu n'es pas une entreprise. D'accord? Et donc, une entreprise qui signe un bail avec un propriétaire, pour que tu laisses ce bail, ça veut dire que ton activité ne marche pas. Et si ton activité ne marche pas, tu ne vas pas du jour au lendemain quitter ton bail sans respecter la loi. Sans respecter la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une SARL ou une EURL, une entreprise à responsabilité limitée, si ton affaire ne marche pas, tu dois déposer le bilan. Tu fais un dépôt de bilan. Tu ne peux pas quitter un local commercial sur lequel tu avais un bail 369
sous prétexte que tu ne gagnes pas assez d'argent, que tu ne vends pas assez, tu laisses le local comme ça du jour au lendemain et tu pars. Cela n'est pas possible ici en France. Cela n'est pas possible. Si tu pars avant la 3e année, c'est-à-dire par exemple, tu as 6 mois après, tu laisses ton bail. Tu ne peux pas. Tu fais ça, le bailleur va t'attaquer au tribunal. Et tu vas payer ça très cher. Et tu vas payer ça très mal et très cher. Oui, tu ne peux pas laisser un bail commercial 6 mois après si ton propriétaire n'est pas d'accord. S'il ne t'a pas donné l'autorisation. Parce qu'un bail commercial t'engage pour minimum 3 ans. Sauf si ton bail est précaire. Mais il y a des régions dans lesquelles le bail ne peut pas être précaire. Il y a des endroits ici en France où c'est interdit de faire des baux précaires. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que si une entreprise, au bout de 6 mois, juge que son affaire n'est pas rentable, alors que cette entreprise a signé un bail commercial, 3 ans, de 3 ans minimum, il a signé un bail commercial de 9 ans, mais qui se renouvelle tous les 3 ans jusqu'à la 9e année. Si tu estimes qu'au bout de 6 mois, ton business ne marche pas et que tu veux laisser tomber le local commercial, tu ne peux pas. Si ton business ne marche pas, tu ne peux pas laisser ton local commercial au bout de 6 mois. Ici en France, si tu as un bail commercial légalement signé, tu ne peux pas. Je dis que tu peux le faire à condition que ton bailleur accepte. Mais un bailleur n'acceptera jamais laisser un locataire partir de son local au bout de 6 mois d'activité sous prétexte que ton affaire ne marche pas. Un bailleur n'acceptera jamais ça. Et si le locataire, c'est-à-dire l'entreprise, part de ce local sans l'autorisation de son bailleur, il risque très gros. Mais ce n'est pas tout. Quand tu es une entreprise, une SARL, et que tu as un local commercial, tu es une entreprise, une SARL, et que tu as un local commercial dans lequel tu as mis ton commerce. Je parle par exemple d'un commerce de cosmétiques, un commerce de vêtements, un commerce non alimentaire. Si tu veux laisser ton bail parce que ton business ne marche pas, tu dois faire un dépôt de bilan. Tu dois faire un dépôt de bilan. Tu ne peux pas laisser un bail commercial sous prétexte que ton affaire ne marche pas et essayer de trouver des portes de sortie pour essayer de sauver ton entreprise. En France, les choses sont réglementaires. Tu as une boîte, tu as un local commercial. La loi protège les bailleurs. La loi protège des fournisseurs. La loi protège les intervenants avec qui tu travailles en tant qu'entreprise. Si ton affaire ne marche pas, tu fais un dépôt de bilan. C'est tout. Et quand tu fais le dépôt de bilan, c'est la chambre de commerce qui va récupérer des actifs et qui va payer des fournisseurs
Et le bailleur, si tu as des loyers, des impayés. Mais tu ne peux pas comme ça, toute seule, ou tout seul, une entreprise ne peut pas comme ça décider du jour au lendemain d'abandonner un local commercial. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Tu as une entreprise qui ne fonctionne pas. Tu ne gagnes pas assez d'argent. Toi, en tant qu'entreprise, la loi marche de cette manière. Mon entreprise ne marche pas. Je n'arrive plus à payer mes fournisseurs. Je n'arrive plus à payer mon bailleur. Je sens que je vais droit au mur. Pour éviter justement de tout casser, je fais un dépôt de bilan. C'est la loi. Tu ne peux pas faire autrement. Tu fais un dépôt de bilan auprès du tribunal de commerce. Et à partir du moment où un commissaire est désigné, pardon, à partir du moment où un commissaire est désigné, parce que quand tu déposes le bilan, le tribunal de commerce va mettre en place un mandataire. C'est ce mandataire qui va récupérer les comptes de l'entreprise. À partir du moment où le mandataire récupère les comptes de l'entreprise, tu n'as plus les mains sur ton entreprise. C'est le mandataire qui va s'occuper de régler les fournisseurs, régler le bailleur, régler, je ne sais pas si tu avais des salariés. D'ailleurs, dans ce cas-là, quand une entreprise a des salariés, quand le mandataire récupère une entreprise qui a été mise, qui a déposé le bilan, la première des choses, parce qu'il y a un fonds spécial, un fonds spécial qui permet justement au mandataire de payer les salaires des arriérés de salaire des salariés. Donc, quand il y a un dépôt de bilan, les salariés sont prioritaires. Les salariés sont prioritaires. C'est vraiment la première parmi tes dettes. Les dettes de l'entreprise, on va d'abord payer les salaires des salariés qui ont des retards de salaire parce qu'il y a un fonds spécial pour ça. OK? Donc, à partir du moment où tu déposes le bilan, tu n'as plus les mains sur l'entreprise. Tu n'as plus les mains sur cette entreprise-là. Donc, on est en France. En France, ici, c'est la loi. Ça dit que la loi, ce n'est pas à gauche, ce n'est pas à droite, ce n'est pas derrière. La loi, c'est la loi et elle est valable pour tout le monde. Elle est valable pour tout le monde. Une entreprise, une SARL, une EURL, une entreprise individuelle. D'ailleurs, j'espère que vous savez, en tout cas ceux qui sont à leur compte, j'espère que vous savez que si tu es une entreprise individuelle, tu sais que une entreprise individuelle, en fait, il faut vraiment que je vous explique ça clairement pour que vous puissiez comprendre. L'entreprise a plusieurs nominations sociales. Une entreprise individuelle, c'est toi. C'est-à-dire que si tu as une maison, tu as un appartement, ton entreprise se confond avec tes biens propres. Une entreprise individuelle, c'est ta personne. Donc, tous tes biens, tout ce que tu possèdes, font partie de l'entreprise. Bien. C'est pour cela que quand une entreprise évolue, il vaut mieux, si tu étais avant en entreprise individuelle, il vaut mieux la passer en EURL ou en SARL parce que une société, une SARL, c'est une personne morale. Donc, tu sépares tes biens propres avec les biens de l'entreprise. Mais il y a des gens qui ne savent pas faire cette différence et qui ont des entreprises, restent en entreprise individuelle et continuer à faire du business en restant en entreprise individuelle. Le jour où ton entreprise ne marche plus, ce sont tes propres biens qui vont payer si tu en as.
Ce sont tes propres biens qui vont payer tes dettes. C'est pour cela que vous pouvez voir certaines personnes qui paniquent quand ils ont lancé une entreprise et qu'ils voient que l'entreprise ne marche pas. Ils paniquent parce que s'ils n'ont pas fait la différence, s'ils n'ont pas créé une entreprise à part, une identité sociale à part, ils vont se rendre compte que très rapidement, ça va se compliquer pour eux parce que quand tu as une entreprise individuelle, tes biens propres rentrent dans ton entreprise. Bien. Donc, quand tu es donc une entreprise, quand je parle d'entreprise, je parle ici, vous avez bien compris la différence entre une entreprise individuelle qui se confond avec ta personne, tes biens propres et tout, et une société. Une société, c'est une EURL ou une SARL, d'accord? Une SARL. Une SARL, c'est mieux parce que ça protège, voilà, tes biens propres sont à toi et la société est à part. Donc, si jamais ta société se casse la figure, l'entreprise ne viendra pas récupérer tes biens propres. Alors que si tu as une entreprise individuelle, ton entreprise se casse la figure, tes biens propres, par exemple la banque, va venir récupérer ta maison, va venir récupérer ton appartement, va venir récupérer tes voitures. Est-ce que vous voyez la différence? Je répète. Une entreprise individuelle, c'est toi qui es l'entreprise. C'est-à-dire que ta tête là, toi, ton corps, c'est toi l'entreprise. Et tes biens propres, tes maisons, tes appartements, tes voitures et tout. Quand tu as une entreprise individuelle, tu prends un emprunt à la banque. À un moment donné, ton entreprise ne marche pas bien. Coucou Barbara, bonjour tout le monde. À un moment donné, ton entreprise ne marche pas très bien et que tu sens que vraiment ça ne marche pas et que tu as pris les dettes à la banque et que tu as les salariés que tu ne payes plus depuis un certain temps, que tu as les fournisseurs que tu ne payes plus. Quand tu vas déposer le bilan en tant qu'entreprise individuelle, l'État va récupérer tes biens propres. La banque va récupérer tes maisons, tes appartements pour les vendre afin de payer les dettes. Afin d'abord de récupérer comment vous appelez ça, leur prêt bancaire, l'argent. La banque va d'abord récupérer ton bien propre. Ils ne te demandent pas. Ils vont seulement envoyer les huissiers, etc., faire les démarches pour récupérer tes biens propres et ils vont les vendre pour récupérer leur argent que tu as prêté chez eux. Donc, l'entreprise individuelle, c'est très dangereux. Ce n'est pas dangereux si on n'a pas grand-chose. Si on n'a pas grand-chose et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on peut commencer par auto-entrepreneur, il n'y a pas de problème. Ensuite, on passe à l'entreprise individuelle. Mais je dis, à partir du moment où vous commencez à gagner de l'argent, séparez votre entreprise de vos biens propres. C'est-à-dire passer à la société, à une SARL ou à une EURL parce que c'est une société et ça va séparer vos biens propres avec la société. Ok? Ça veut dire que si un jour la société se casse la figure, le banquier ne viendra pas chercher vos biens propres. Alors que si vous êtes en entreprise individuelle, vous vous cassez la figure, le banquier vient chercher vos biens propres, il les vend. Et vous ne pourrez rien faire. Il y a ça d'abord comme différence. Maintenant, je vais parler du cas, par exemple, d'une entreprise comme la mienne. Parce que moi, c'est une entreprise que j'ai. Je ne suis pas une entreprise individuelle. Quand j'avais commencé au tout début au T2E, j'étais en entreprise individuelle. Mais quand j'ai commencé à gagner de l'argent très rapidement, je suis passée en SARL. Parce qu'en SARL, quand tu commences à gagner les 100 000 euros, tout ça là, il faut tout rapidement passer à la société. Si tu ne passes pas à la société, tu prends de très très gros risques. Et il faut savoir que quand tu es en entreprise individuelle, c'est-à-dire en société propre, si tu te casses la figure et que tu ne peux pas te payer, il faut savoir que les dettes là peuvent suivre tes enfants derrière. Donc c'est très grave, ça peut être trop trop grave pour la famille. Hein. Il faut vraiment le savoir. D'accord? Donc l'entreprise individuelle, il faut vraiment faire attention. Au début, quand on n'a pas trop de moyens, on n'a pas de biens et tout. Mais dès que vous sentez que vous commencez à gagner de l'argent, passez en entreprise très rapidement. Donc, je disais alors ceci, que
Le bail commercial, je reviens sur le bail commercial parce que c'est l'objet de ce live aujourd'hui. Le bail commercial. Un bail commercial, c'est 369. Un bail commercial n'a rien à voir avec un bail de location classique. Toi, tu vas louer un appartement, ce n'est pas le même bail et ce ne sont pas les mêmes obligations et les mêmes devoirs. Un bail commercial, c'est un bail 369. Ça veut dire que tu ne peux pas laisser ce bail avant les 3 ans. Tu ne peux pas. D'accord? Tu ne peux pas laisser le bail avant tes 3 ans. Et ce bail est tacitement renouvelable jusqu'à 9 ans. Donc, si tu veux laisser ce bail avant les 3 ans, il faut que tu envoies une lettre recommandée avec accusé de réception à ton bailleur 3 mois après pour lui dire, 3 mois avant pour lui dire que tu vas quitter son local. Mais tu ne peux pas, du jour au lendemain, parce que ton business n'a pas marché au bout de 6 mois, dire que je vais laisser le local. Tu vas laisser ça comment? La loi l'interdit. Tu ne peux pas laisser un local commercial alors que tu es une entreprise, tu es une SARL. Tu ne peux pas laisser, si tu as signé le bail, que tu as signé ton bail en tant que SARL ou en tant que EURL, en tant qu'entreprise, c'est un bail commercial 369 et donc tu ne peux pas le laisser du jour au lendemain parce que ton entreprise, parce que tu ne gagnes pas d'argent. Si tu ne gagnes pas d'argent, si ton entreprise ne gagne pas d'argent, ça veut dire que tu dois déposer le bilan. Un bailleur n'acceptera jamais laisser partir un locataire sous prétexte que le locataire ne gagne pas d'argent. Non. Un bailleur ne va pas accepter. Surtout au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Pourquoi? Parce que toi, avant les 6 mois là, tu ne savais pas que ton affaire ne pouvait pas marcher. Au bout de 5-6 mois, tu dis que ton affaire ne marche pas. Si tu as signé un bail commercial avec un propriétaire, tu ne peux pas laisser ce bail du jour au lendemain. La loi t'oblige à envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception 3 mois avant la date d'anniversaire, 3 mois avant la date, avant les 3 ans. Mais pas. Donc, tu as une obligation légale de rester dans ce local 3 années. Sauf si le bailleur est d'accord avec toi, que tu lui expliques ton cas et qu'il accepte de te laisser partir, il te laisse partir sous réserve que tu lui donnes peut-être le reste des loyers des 3 ans. Mais si déjà ton affaire ne marche pas, où tu vas trouver l'argent pour donner à ton bailleur sur 3 années de suite? Si ton loyer coûte 800 euros, 800 euros multiplié par 36, ça fait combien? Si déjà tu ne gagnes pas d'argent, où est-ce que tu vas trouver l'argent pour payer un bailleur 3 années de suite de loyer? Tu vas trouver ça où? Donc, en tant que société, tu as un bail 369. Ton bail ne marche pas, ton affaire ne marche pas. Tu dois déposer le bilan. C'est la loi. Tu ne peux pas faire autrement que de déposer le bilan. Parce que tu es une entreprise. Une entreprise ne quitte pas un local commercial n'importe comment. Il y a des règles à respecter. Donc, si tu déposes le bilan parce que ton affaire ne marche pas, quand tu déposes le bilan, j'ai une amie en ce moment, elle est en Vendée. Elle veut commencer à vendre le glutathion de la marque Glutalan. Elle est en train de déposer le bilan. Elle va déposer son bilan la semaine prochaine. Elle a une boutique de... Bonjour Christian. Elle a une boutique de vêtements ou de sous-vêtements, quelque chose comme ça. Et donc, là, elle va déposer le bilan la semaine prochaine. Je l'ai aidée dans la constitution de son dossier pour qu'elle puisse aller déposer le bilan proprement, sans que ça ne l'éclabousse de trop. Donc, si ton entreprise ne marche pas, tu viens taper la bouche haut. Non, une entreprise qui ne marche pas, qui ne gagne pas de l'argent, tu ne décrètes pas du jour au lendemain que tu vas partir de ce local. Tu es obligé de faire un dépôt de bilan.
un dépôt de bilan. Quand c'est une entreprise, hein, j'entends, tu fais un dépôt de bilan. Que ce soit une entreprise individuelle, que ce soit une SARL, tu ne gagnes pas d'argent, tu déposes le bilan. Quand tu déposes le bilan, le juge au tribunal de commerce va mettre en place un mandataire. Un mandataire, c'est ce mandataire qui va récupérer le dossier de ton entreprise. À partir du moment où le mandataire récupère le dossier, que le juge lui donne justement le droit de récupérer le dossier de ton entreprise, tu n'as plus la main sur ton entreprise. C'est le mandataire qui va regarder les dettes qu'il y a, le passif qu'il y a. Il va voir s'il y avait des salariés, s'il y a des arriérés de salariés, de salaire, combien de loyers tu dois à ton bailleur, combien de dettes tu dois aux fournisseurs, etc. Il évalue les dettes de ton entreprise. Et il regarde les actifs. Parce qu'une entreprise a toujours de quoi vendre. Une entreprise a toujours de quoi vendre. Donc le mandataire regarde ce qu'il peut vendre dans ton entreprise pour payer certaines dettes. D'accord? Donc si tu as encore un fonds de commerce, si tu as encore je ne sais pas moi, des crèmes, des sacs, ou je ne sais, des salariés, il va d'abord payer les salariés. Il y a un fonds spécial pour payer les salariés. Ça, c'est un fonds spécial qui est de l'actif ou pas. Le mandataire, il va trouver de l'argent. Il y a un fonds spécial pour les salariés. C'est la première chose qu'il va faire. Il va d'abord payer les salariés. Ensuite, il va essayer de vendre ce qui est vendable dans l'entreprise pour payer des fournisseurs ou le propriétaire, justement le bailleur, en tout cas pour diminuer les dettes. Ok? Donc, si dans ton local, tu as laissé des crèmes, des mèches, des ceci, des cela, des vêtements ou je ne sais pas quoi, le mandataire peut faire une vente aux enchères pour liquider tout ça, pour récupérer les fonds. Et ces fonds vont lui permettre justement de payer telle personne et voir un peu ce qui reste comme dette. D'accord? Et voir ce qui reste comme dette. Donc, moi ça me fait rire. Et voir ce qui reste comme dette. Voilà. Une fois que le mandataire a fait ce travail en amont, une fois que le mandataire a fait ce travail en amont, vient le jour de ton jugement. Parce que quand ton dossier part au tribunal de commerce, le juge, il regarde ce qui n'a pas été, là où le bas blesse, là où le bas a blessé sur ton dossier. Là où le bas a blessé sur ton dossier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple le juge, il voit que sur ton dossier qu'il a sous sa main, tu prenais beaucoup d'argent. Quand tu gagnais de l'argent, toi tu en prenais beaucoup, tu mettais dans ta poche. Il voit un gros déséquilibre entre les entrées et les sorties. Il voit que c'est parce que tu as bouffé beaucoup d'argent que tu n'as pas pu payer tes salaires, que tu n'as pas pu payer tes fournisseurs. C'est donc de ta faute. Donc c'est une faute de gestion. À partir du moment où le juge voit que c'est une faute de gestion et que c'est toi, le propriétaire de l'entreprise, qui est gestionnaire, qui est gérant, parce que gérant, c'est une fonction au sein de ta propre entreprise. Quand tu es gérant, tu as les responsabilités et la loi peut te condamner parce que tu as mal géré ton entreprise. Parce que ton entreprise, ça ne t'appartient pas. Même si c'est toi qui l'as créée, il y a la TVA de l'État que tu dois récupérer. Il y a l'URSSAF qui est dedans. Donc l'État a l'œil dans ton entreprise. Même si c'est toi qui l'as créée, ce n'est pas à toi. C'est pour cela que tu dois être jugé quand les choses ne vont pas. Et si tu as mal géré, tu vas être condamné. Si tu as mal géré ton entreprise, tu vas être condamné. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc si par exemple, le juge constate que
Ton entreprise n'a pas marché parce que tu as mal géré, parce que tu as pris beaucoup d'argent et que tu as fait la belle vie, etc. Il va te condamner. Il va te condamner en tant que gérant de l'entreprise. Il peut te mettre une amende. Il va t'interdire d'exercer pendant 5 ans minimum. Il va te ficher, toi le gérant de ta propre entreprise, il va te ficher à la Banque de France pendant 5 ans. Et pendant les 5 années, tu ne pourras pas créer une entreprise. Ça veut dire que tu ne pourras pas faire d'emprunt à la banque. Aucune banque ne pourra te prêter même un prêt à la consommation. Tu ne pourras pas y avoir droit. Parce que même les prêts à la consommation, ils ont accès au fichier national des gens qui ont eu des problèmes avec la banque. D'accord? Donc, tout ça pour dire que il ne faut pas se leurrer, mes frères et sœurs, hein, mes enfants. L'entrepreneuriat, c'est très bien. On peut bien gagner sa vie en étant à son compte. Mais il faut respecter la loi. On est dans un pays où on ne peut pas s'amuser avec la loi. Si tu t'amuses en tant qu'entrepreneur avec la loi, ça peut te foutre ta vie en l'air pour longtemps. Pour longtemps. Et tu ne pourras plus rien faire. Et il faut vraiment savoir que euh, donc, je disais donc il ne faut pas mettre les têtes de mort sur mon live, hein. Je ne sais pas si ça a un impact négatif sur ma page, je ne sais pas. Donc, j'étais en train de dire ceci, que être à son compte, c'est bien. Quand on a un beau projet, on a voilà, quand on a vraiment un beau projet, quelque chose qui est bien, on peut bien gagner sa vie en respectant la loi. Vous voyez, voilà, moi je suis là, il y a d'autres personnes qui ont des entreprises et qui gagnent bien leur vie en respectant la loi. Il faut respecter la loi, d'accord? Et il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat juste pour ressembler à l'un, pour ressembler à l'autre, pour concurrencer l'autre, non. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Un entrepreneur, c'est un projet de vie. Quand tu veux lancer un business, il faut que c'est ton bébé que tu crées. C'est-à-dire que tu dois tout faire pour que ton business marche. Et ce n'est pas, ne vois pas l'autre parce que l'autre a fait, toi aussi tu veux aller faire comme l'autre. Vous n'avez pas les mêmes éléments, vous n'avez peut-être pas la même formation, vous n'êtes peut-être pas dans le même environnement. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour qu'un business réussisse. D'accord? Si le business de la voisine a réussi, c'est pas sûr que le tien va réussir dans le même environnement. Parce que vous n'êtes pas au même endroit, votre local n'est pas situé, n'a pas les mêmes caractéristiques, vous n'avez pas la même population, les villes sont différentes, etc., etc. Il y a plein d'éléments à prendre en ligne de compte avant de lancer un business. D'accord? Oui, parce qu'il y a des responsabilités. C'est pas juste je lance un business pour faire comme les autres. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Un business peut vraiment, et je peux vous assurer, hein, il y a un autre aspect également quand on est à son propre compte, quand on est marié, ou quand on a un conjoint ou quelque chose. Il faut toujours, quand on est conjoint, quand on est marié et que la femme est dans les affaires et le mari est par exemple salarié, il faut absolument séparer les biens. Il faut absolument séparer les biens. Parce que si vous ne séparez les biens, le jour où il y a un problème, que le business ne marche plus, les problèmes de l'entreprise vont venir attaquer vos biens du couple.
Et si ça vient attaquer les biens du couple, vous voyez très rapidement que le couple ne va pas tenir longtemps. Quand vous êtes marié, ah oui, beaucoup de choses ont changé effectivement. Mais il faut savoir tout ça. C'est pour cela qu'il est très important de s'entourer de professionnels. C'est vrai qu'on ne peut pas tout connaître. Mais quand il faut aller vers les experts comptables, c'est leur travail. Il faut prendre des experts comptables. C'est vrai que ça coûte cher les experts comptables. Mais eux, ils connaissent la loi. Il n'y a que eux qui peuvent justement vous accompagner dans le processus de développement de votre entreprise. Moi, chaque année, là, par exemple, je viens de terminer mon exercice 2023-2024. La semaine prochaine, je dois aller, d'ailleurs, mon expert comptable est à la boule. Je vais aller le voir et on va s'asseoir, etc. On va parler de mon bilan, etc. La vie normale d'un chef d'entreprise, en fait. Et on va établir les choses, voilà, etc. Donc, l'expert comptable, c'est vraiment, si on veut avancer dans les affaires, on ne peut pas se passer de l'expert comptable. Parce que c'est lui qui a les chiffres et c'est lui qui sait comment est-ce qu'il faut le pourcentage des choses, etc. et tout. Donc, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Ça coûte cher, mais il vaut mieux laisser un 800 €. Moi, le mien me coûte 900 € par mois. 900 € je paye par mois, cet expert comptable. Mais il est essentiel dans mon business. Je ne peux pas ne pas. J'ai besoin de lui. Bon, c'est vrai que 900 € c'est parce qu'il fait aussi les salaires, etc. Il prépare les bulletins de salaire, etc. Moi, je lui confie tout le boulot administratif. Hein. Je ne gère rien de ce qui est administratif. Parce qu'on a vite fait de se planter quand on ne sait pas. Donc, il vaut mieux jouer avec des professionnels. Comme ça, s'il y a un bug, le professionnel, c'est son travail. Vous lui confiez ça, vous le payez et puis basta. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous êtes concentré sur le développement de votre entreprise. Donc, l'idée de dire qu'on peut laisser un bail commercial comme ça du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, sauf accord du bailleur avec peut-être une entente de payer ces 3 années de loyer, etc. Bien. Donc, vous avez bien compris que une entreprise, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. On est en Europe ici. Les lois au niveau des entreprises sont quasiment les mêmes partout. Ah ouais, dis donc, 300 €, c'est pas cher. Hein? Une entreprise, ce n'est pas un jeu. Voilà, ce n'est pas un jeu du tout. Donc, vous voyez bien que tous ceux qui copient, qui essaient de faire comme les autres, etc., vous voyez que ça ne dure pas longtemps. Parce qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne savent pas ce qui les attend devant. Quand les premières choses commencent à tomber, là, ils comprennent. Ils comprennent très rapidement que ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un jeu, l'entrepreneuriat. Parce que, par exemple, les charges sociales, l'URSSAF, par exemple, tu dois introduire les premières charges de l'URSSAF dans ton business plan. Donc, quand tu prends, par exemple, un emprunt à la banque pour prendre ton fonds de commerce, je ne sais pas quoi, la première année d'URSSAF est introduite dans ton business plan. De façon à ce que, parce que tu as déjà une trésorerie que tu vas avoir, que tu as mis dans ton business plan, de façon à payer tes charges, tes prévisions de surcharge de l'URSSAF. Mais si tu n'as pas fait tout ce travail en amont et que les prévisions de l'URSSAF arrivent, tu vas les payer comment? Donc, beaucoup se lancent, ils ne connaissent pas tout ça, ils imitent les autres parce qu'ils voient ils voient les gens comme nous autres, là, ils pensent que c'est facile. C'est facile? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout, du tout, du tout. Donc, vraiment, il faut réfléchir quand vous vous lancez, faire les choses proprement. Parce que si vous faites les choses proprement, merci beaucoup Linda, si vous faites des choses proprement, rien ne peut vous arriver. C'est ce qu'on appelle une fondation propre, solide.
Quand je parle souvent ici, je vous parle souvent de fondation solide. La fondation solide se repose sur tous ces éléments que je viens de vous dire. Quand vous bâtissez tout ça sur une fondation solide, comment voulez-vous que votre entreprise ne marche pas? Ça va, déjà, c'est sur une fondation solide. Après, il vous reste le côté marketing, commercial, etc. pour développer votre entreprise. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous me dites rapidement, je réponds. Est-ce que vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, mes amours? C'est grave seulement. Qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est grave? Non, rien n'est grave. En fait, quand tu fais ce que, par exemple, moi, je fais comme travail, quand tu as mis une bonne fondation à la base, comment veux-tu que ça ne marche pas? Ça ne peut que marcher, en réalité. Je veux dire, comme j'expliquais, c'est que tout ce que je vous ai expliqué, les petites choses qu'il faut mettre en place, etc. Quand tu mets ça en place, c'est ça qui solidifie ta fondation. Ensuite, une fois que la fondation est là, eh bien, tu as juste à communiquer, à faire du marketing, à développer ton entreprise. Mais la fondation, ça veut dire que c'est plus que... C'est la base. C'est simple. C'est vraiment la base, la fondation, l'entrepreneuriat. Donc, il faut savoir où on va. Mettre les choses. Et je dis toujours, l'étude de marché est très importante. L'étude de marché. Il vaut mieux quand tu commences un business, faire une étude de marché. On retient juste qu'il ne faut pas se lancer si tu n'as pas les côtes solides. Non, Marie-Madeleine, c'est pas ce que je dis. Je n'ai pas dit ça. En fait, non, au contraire, moi j'encourage les gens à se lancer. Je vous assure, le business. Mais parfois, il vaut mieux se casser la figure. On apprend, hein. Un échec nous apprend beaucoup de choses. Un échec, quand on est entrepreneur, un entrepreneur, de toute façon, ne peut que passer par des échecs. Il n'y a pas un seul entrepreneur qui n'a jamais eu des échecs. Ça n'existe pas. Il y a toujours des échecs. C'est comme tu peux lancer un produit, le produit ne marche pas. Et tu lances un deuxième marche. Donc, un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui a une certaine mentalité et qui sait qu'il ne faut pas qu'il reste sur un échec. En tout cas, moi, quand je viens faire le live, c'est vraiment pour vous ouvrir les yeux, pour que vous compreniez qu'on peut réussir en entrepreneuriat, mais qu'il faut une bonne fondation. Pardon, il faut vraiment une bonne fondation à la base. Donc, tous ces éléments de base que je vous ai expliqués, les baux commerciaux, votre environnement, une étude de marché, etc., la concurrence autour, toutes ces petites choses-là qui font qu'une entreprise va marcher ou ça ne va pas marcher. D'accord? Donc, il y a vraiment tous ces éléments à la base qu'il faut d'abord checker et c'est ça qui va permettre d'avoir une bonne fondation solide et ensuite, il y a le reste qu'il faut bien sûr mettre en place. Quel que soit, il faut toujours faire une étude. D'ailleurs, il n'y a pas une seule entreprise qui ne fait pas d'études. Enfin, moi, je ne me vois pas en train d'ouvrir, de créer une entreprise sans faire une étude de marché. Ou alors, vraiment, c'est qu'on n'y connaît rien du tout. Enfin, je veux dire, une étude de marché, c'est la base. C'est la base. C'est la base, en fait.
C'est parce que le produit que tu vas vendre, par exemple, à, à Château Rouge, c'est pas le même produit que tu vas vendre. Le produit que tu vas vendre à Château Rouge, si tu vas par exemple le vendre aux Champs-Élysées, tu vois, c'est pas la même clientèle que tu cibles. Ce n'est pas la même chose. C'est pour cela que qui c'est qui vient m'écrire là? C'est pour cela que il est très important de faire les choses proprement et s'entourer justement des professionnels. Un produit c'est pas pour rien qu'il y a niveau et niveau. Dans les produits, il y a catégorie et catégorie. Et c'est chaque entrepreneur qui connaît la catégorie où est-ce qu'il situe en fait son produit. Je vais dire, c'est pas pour rien qu'il y a des produits de luxe et qu'il y a des produits moyens de gamme et qu'il y a des produits bas de gamme. Si tu prends un produit, je sais pas moi, un produit comme une grande marque, je ne sais pas laquelle, ça peut être Céline ou Dior, etc. Tu prends ce produit, bien qu'il soit l'original, tu l'amènes par exemple à Château Rouge, ou à Château Rouge, hein, c'est ça, Château Rouge. Et tu présentes ce produit là-bas, tu veux le vendre ce produit là-bas. Les gens vont te dire que c'est du faux. Parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi une vraie marque comme celle-là pourrait se retrouver à Château Rouge. Les gens, même si tu baisses le prix, les gens vont te dire que non, c'est le faux que tu viens leur vendre. Parce que ce type de produit, on doit les retrouver dans des endroits spécifiques. C'est pour dire qu'on ne vend pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Il faut absolument... c'est cette étude de marché qui va justement te permettre de bien faire des choses. Vous comprenez? C'est très important. Mais moi, j'encourage des gens vraiment à se lancer. Oui, parce que l'entrepreneuriat, c'est bien. Ça nous enseigne, ça vous apprend plein de choses. Et c'est une formation. C'est une formation. Et ce qui est excellent dans l'entrepreneuriat, c'est que tu peux commencer avec pas grand-chose. En fonction de ton projet, tu peux commencer avec pas grand-chose. Parfois, tu n'as même pas besoin d'être formé. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir une formation spécifique pour te lancer. Ça dépend de quel produit, bien sûr, mais tu n'as pas spécialement... Donc, c'est vraiment un enseignement. Donc, moi, je pense qu'on ne doit pas décourager les jeunes à créer, mais il faut vraiment les bonnes fondations. Il faut les bonnes fondations et s'entourer des professionnels. N'hésitez pas, si vous êtes novice, il y a des associations, des anciens experts comptables qui font cela gratuitement pour des jeunes entrepreneurs. Surtout ceux qui rentrent dans le cadre de l'ACRE. L'ACRE, c'est... nous avons peur vu que les... Qu'est-ce que tu dis? Nous avons peur vu que les expériences des uns et des autres... Non, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du tout. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du tout. D'accord? Il faut d'abord croire en son projet. Il faut croire à ton... Si tu ne crois pas à ton idée, si tu as une idée et que tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment croire à ce que tu veux faire. C'est d'abord ça. Il faut que ton fil conducteur, ça doit d'abord être vraiment... Voilà, que tu sois sûr que ce que tu fais, c'est ce que tu as envie de faire,
c'est quelque chose qui va marcher. Parce que si tu ne crois pas, c'est même pas la peine que tu commences. Il y a des aides quand on est jeune, qu'on veut commencer, ou même quand on n'est pas jeune et qu'on est inscrit à Pôle emploi, il y a des aides. Il y a l'ACRE qui te permet justement l'exonération, par exemple, de l'URSSAF la première année, ce qui t'enlève quand même un poids énorme, parce que l'URSSAF, dès la première année, je peux vous dire que ça flanque. Hein. Ça fait vraiment très mal si on n'est pas aguerri, si on ne savait pas. Alors que si tu demandes toutes ces aides-là au début et que tu es exonéré de charges, la première année, ça fait quand même du bien. Ça te permet de travailler une première année étant vraiment zen, sans que ça soit trop lourd pour toi. Donc, il y a des associations, comme je vous expliquais, des experts comptables qui permettent justement de monter des business plans gratuitement. Ça existe. Il faut demander à Pôle emploi ou je ne sais pas où vous êtes inscrit. Renseignez-vous. Si vous voulez vous lancer et que vous avez besoin d'un business plan, il y a des associations, des anciens qui peuvent vous faire vraiment un business plan qui tienne vraiment la route et qui vous permettent justement d'aller, par exemple, trouver un banquier pour demander, par exemple, un prêt. Et il y a même des associations qui peuvent donner des prêts à hauteur de 5 000, 6 000 euros, par exemple, pour démarrer une affaire. Donc, il faut vous renseigner. N'ayez pas peur, l'entrepreneuriat, c'est très bien. Il vaut mieux, moi je veux dire, l'échec nous enseigne. L'échec nous enseigne. Il n'y a pas d'échec sans enseignement. Et normalement, un entrepreneur qui se casse la figure apprend beaucoup. Et un entrepreneur, quand il est vraiment entrepreneur dans l'âme, eh bien, il ne s'arrête pas sur un échec. Il ne s'arrête pas sur un échec. Il va apprendre de ses erreurs et ensuite, la prochaine fois, il va faire mieux que ce qu'il avait fait avant. Mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple, mais c'est possible. La preuve, voilà. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de faire les choses proprement de la base. Ensuite, s'entourer des professionnels pour faire quelque chose de solide. Et après, croire en son idée et avancer. Tout simplement. D'accord ? Oui, Marie-Madeleine. Moi, personnellement, je pense que l'aide des boutiques est dépassée depuis longtemps. Si j'ai un conseil à donner à un jeune qui démarre, je ne vais jamais lui dire d'aller ouvrir une boutique. On peut tout faire maintenant avec le numérique. Il n'y a plus besoin de boutique physique. Maintenant, on peut développer son business dans le monde entier sans avoir de boutique. Bon, il y a des spécificités qui peuvent nécessiter une boutique, mais sincèrement, il n'y a plus besoin de boutique. Une boutique, c'est beaucoup trop de charges, c'est une présence physique beaucoup trop longue, c'est énormément de charges qu'on peut éviter aujourd'hui. Voilà. Donc, une boutique, ce n'est plus nécessaire à la date d'aujourd'hui, et c'est le numérique. Même les entreprises qui sont là depuis de très nombreuses années tablent sur le numérique maintenant. Une boutique, ça ne sert plus à rien. Je dis, il y a des spécificités. Hein, il y a des spécificités. Par exemple, même pour les coiffures, il y a des entreprises maintenant qui lancent des coiffeurs à domicile. Il y en a de plus en plus. Le dimanche, tu as ton coiffeur que tu as réservé le lundi et qui vient te coiffer à domicile. Même les coiffures, on peut les faire maintenant à domicile. Donc, il y a énormément de choses et ça évite énormément de charges et tu gagnes 2 fois, 3 fois mieux ta vie que si tu es en boutique.
Ça ne fait aucun doute. Ça ne fait aucun doute. Et puis la qualité de vie aussi. La qualité de vie. C'est-à-dire que ce que en boutique, tu es obligé d'être là de 9h à 19h. Parfois même plus tard que ça. Alors que si tu es tu as un commerce en ligne, tu organises ta vie. Si tu as de jeunes enfants, tu peux les accompagner à l'école, tu peux aller les chercher à l'école, tu peux t'occuper, faire à manger chez toi. Même si tu as un entrepôt, si tu n'as pas de salarié et que c'est toi-même qui t'occupes justement de faire certaines choses, mais tu programmes ta vie. Alors qu'en boutique, tu ne peux pas. En boutique, tu es obligé d'aller ouvrir, rester là toute la journée, etc. et tout. D'accord? Et même au niveau du moral, ça veut dire que quand les gens rentrent dans ta boutique, même quand les gens rentrent dans... Si, par exemple, au niveau de ton moral, imagine toi, tu ouvres ta boutique et que tu as 2 personnes dans la journée qui rentrent dans ta boutique, tu rentres chez toi, tu es démoralisé en fait. Même, ce n'est même pas bon pour ta psychologie. Alors que si tu es en ligne, le jour où, enfin, tu as tes clients, tu as des gens qui commandent en ligne. Et puis, être en ligne, c'est toucher le monde entier. Ça veut dire que tu as une cliente aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, au Gabon, etc. Et tout, tu as les clients partout dans le monde. Alors que si tu es en boutique physique, il n'y a que tes clients de ton environnement, de l'environnement de ta boutique qui peuvent venir chez toi. Donc, tu n'es pas ouvert au monde. C'est aujourd'hui, ce qui marche, moi, je ne conseillerais pas jamais à un jeune, à l'heure actuelle où nous sommes, d'ouvrir une boutique physique. Ça, c'est sûr. Mais je t'en prie, Marie-Madeleine. Donc voilà, en gros, c'était un peu l'objet du live pour vous parler justement des choses à éviter, mais tout en vous donnant les éléments essentiels pour vous lancer sereinement. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, de me les poser. Je suis là pour répondre, je peux répondre aux questions. D'accord? Ce qui est bien, c'est toujours apporter son expérience, de mettre son expérience au service des jeunes. Au service des jeunes. Quand les jeunes viennent, commencent, parce que les jeunes nous regardent beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est très important de partager justement notre vécu professionnel dans l'entrepreneuriat, notamment avec eux, et leur donner les éléments essentiels pour qu'ils puissent se lancer sereinement si jamais ils en avaient besoin. Vous savez que moi, ma vie, c'est d'apporter mes compétences et mon expérience professionnelle à ceux qui en ont besoin, et notamment aux jeunes, à nos enfants. Voilà. Mais non, Marie-Madeleine, pourquoi il faut... Oui, il faut faire attention, ça c'est sûr. On ne peut pas se lancer comme ça du jour au lendemain sans avoir fait le nécessaire. Il faut faire attention. Oui, parce que les conséquences peuvent être gravissimes. Bonjour Patrice. Les conséquences peuvent être gravissimes si on ne fait pas attention. Les conséquences en fonction du type de société qu'on a, on peut vraiment avoir de graves problèmes. Ça, il faut vraiment le savoir. Hein. Ce n'est pas un jeu. Une vie de famille peut vraiment voler en l'air à cause d'une entreprise. Il faut vraiment en avoir conscience.
Et donc, c'est pour ça qu'il est important de s'entourer des professionnels, justement pour, en fonction du type de société que vous avez, prendre des dispositions pour pas que ça éclabousse, par exemple, vos biens personnels, etc. Si jamais votre business ne marche pas. Mais oui, le bail 369, ça c'est incompressible. Hein. Un bail commercial, c'est 369. Un bail commercial, c'est 369. Je vous ai dit, j'ai des travaux chez moi, hein, donc ça va piquer un peu de temps en temps. Non, mais le 369, mais en même temps, quand tu prends, par exemple, une boutique, c'est normal que si tu signes un bail 369. Parce que normalement, quand tu prends une boutique, par exemple, ce n'est pas pour partir de là du jour au lendemain. Moi, quand j'avais mes boutiques, je signais des baux 369. Tu ne pars pas comme ça, tu es tranquille à faire ton travail, tu sais que tu es tranquille avec ton bail. Tu comprends? C'est dans les deux sens. Hein. C'est aussi bien valable pour l'entrepreneur que pour le bailleur. Parce que quand tu signes ton bail 369 ou ton bail commercial, tu es tranquille après pour pouvoir faire ton boulot. Au lieu que tu puisses le renouveler tous les 3 mois ou je ne sais pas quoi. Mais il y a des obligations. C'est que quand tout marche, ça va. Mais quand ça ne marche pas, tu ne pars pas non plus du jour au lendemain n'importe comment. Voyez? Mais c'est bien de se lancer. C'est bien d'être à son compte, je peux vous assurer. Moi, j'ai toujours été à mon compte quasiment. Donc, on apprend beaucoup de choses. On apprend beaucoup de choses mais il faut savoir comment faire pour éviter de se casser la figure. Il faut savoir comment faire pour éviter de se casser la figure. Alors, mais écoute, Marie-Madeleine, quand ça ne marche plus, c'est simple. Hein? En fait, il faut avoir... C'est pour ça qu'il faut préparer les choses avant. Quand c'est une société, une entreprise, ça peut se casser la figure. Ça va engager ta responsabilité que si tu es gérant de l'entreprise. Mais comme c'est ton entreprise, tu es forcément gérant. Mais si tu as bien géré et que les choses n'ont pas marché, le juge va voir ça au tribunal de commerce. Quand tu vas déposer le bilan, il va voir que ça n'a pas marché en fait. C'est pour cela que tu as déposé le bilan. C'est pas grave en fait. Déposer un bilan, ce n'est pas grave en soi. C'est la vie. C'est juste que si tu as pris un emprunt à la banque, etc., après ça va embêter quoi. C'est vrai que tu ne dors pas très bien quand tu déposes le bilan, c'est évident, puisque avant que ça va se terminer, et si tu n'es pas condamné, etc., c'est bien. Mais si tu es condamné, tu auras 5 ans et puis après tu vas recommencer ton business, etc. Mais il faut avoir conscience de toutes ces responsabilités-là. C'est que même ta propre entreprise dans laquelle tu es gérant, c'est vrai, ça t'appartient, mais tu as des comptes à rendre en cas de souci. Tu as des comptes à rendre en cas de souci. Mais là, moi, je parle quand les choses sont faites clairement, hein, quand les choses sont faites proprement. Et d'ailleurs, il ne faut pas hésiter de déposer le bilan quand ça ne va pas. Il ne faut pas hésiter. Mon directeur expédition que j'ai là actuellement, il avait une entreprise avant et il a déposé le bilan. Et ça tombait bien au moment où il déposait le bilan, c'est vraiment à ce moment-là que je l'ai recruté. Donc ça tombait bien, il avait retrouvé un travail tout de suite. Mais et moi je lui avais dit, il hésitait à déposer son bilan, etc. Quand tu crées ton bébé et que c'est vraiment ton bébé, tu as du mal en fait à déposer le bilan. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire quand tu as cru en ton projet, etc. C'est un passage qui n'est pas facile. Mais moi, mon salarié, par exemple, je l'avais vraiment encouragé à le faire parce que je lui ai dit, il n'y a rien qui vaut la vie.
la vie c'est quelque chose, il ne faut pas s'attacher à des choses qui nous font du mal. Ça veut dire que si tu déposes le bilan, ça veut tout simplement dire que, voilà, que ça n'a pas marché et il ne faut pas que tu mettes cela et que ça t'empêche d'évoluer en quelque sorte. Je l'avais beaucoup encouragé. C'est vrai qu'il avait vraiment du mal à déposer son bilan. Il trouvait que c'était un échec, etc. C'est vrai que c'était un échec. Mais un échec, c'est toujours, ça apporte aussi son lot d'enseignement. Je l'ai vraiment encouragé pour qu'il dépose son bilan, etc. Et finalement, il a déposé son bilan, etc. Et maintenant, il est soulagé. Et avec son salaire qu'il gagne chez Luta Cosmétique, il vient d'acheter une maison, etc. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce qu'un projet n'a pas marché qu'il faut rester là-dessus. La vie continue, mais il faut quand même avoir conscience de ce que ça peut avoir comme conséquence pour notre vie. Ça peut avoir des conséquences sur notre vie. Ça, c'est sûr. Donc voilà, mes amours. Si vous avez besoin de cours, de conseils professionnels, n'hésitez pas. Si j'ai le temps, je pourrais vous aider sans aucun problème. J'aime voir, surtout les femmes, j'aime quand les femmes entreprennent. J'aime quand les femmes entreprennent, j'aime quand les femmes évoluent d'une certaine manière. Oui, ça permet d'acquérir cette indépendance dont nous avons besoin pour notre épanouissement personnel. Je trouve que c'est très bien. Et donc, si je peux apporter un petit peu de l'aide à une femme qui évolue, moi, ça ne me pose aucun problème. Je le fais tous les jours avec mes distributrices, donc ce n'est pas un problème d'aider une personne qui est extérieure à mon réseau de distribution à se lancer dans un business de qualité sûre. En tout cas, sachez que le glutathion de la marque Glutaline est un glutathion sénatorial dorénavant. Dorénavant, les sénateurs français consomment le glutathion de la marque Glutaline. Sachez que maintenant le glutathion de la marque Glutaline est consommé au Sénat. Oui, 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 oui. Oui, ceux qui doutaient. Ceux qui doutaient encore de la qualité de nos produits, de l'efficacité du glutathion de la marque Glutaline, sachez qu'il est sénatorial dorénavant. Oui, le glutathion de la marque Glutaline est consommé jusqu'au Sénat. J'ai amené hier des boîtes dans mon sac, comme ça j'en avais des boîtes. J'en avais 5 ou 6. Nous étions autour d'une table en train de discuter avec des sénateurs, des conseillers, etc. Sur différents projets. Et donc, on parlait aussi également des Gifador, etc. Dani, merci beaucoup, Miss Pa. Mais oui, c'est une pépite. Un des sénateurs, il me dit, mais madame, ça se voit que le glutathion fait effet sur vous. Je lui dis, mais bien entendu, mais je vous assure, monsieur le sénateur, quand vous allez le prendre pendant un mois, je suis sûre que le jour des Gifador, vous aurez une pêche d'enfer. Il me dit, mais j'en suis persuadée aussi. Donc le glutathion est consommé par des sénateurs français. Oui, et ce n'est que le début. Parce que justement, quand un produit est bon, on peut l'amener même chez le pape. Et le pape va accepter de le prendre. Parce que c'est un produit qui est excellent. Voilà. Et ça, c'est grâce à vous, mes amours. Vous, mes Glutalovers. Vous qui avez cru en cette marque depuis le début, c'est votre bébé. Voyez jusqu'où votre bébé est allé. On va aller encore plus loin. Parce que c'est le début. Oui, c'est le début.
c'est le début. Donc, c'est grâce à vous tout ça, grâce à votre soutien, à vos partages, à vos cœurs, à vos amours, etc. Je suis très reconnaissante de ce que vous faites de cette jeune marque Glutaline. Ah, quand c'est bon, Dani, ça c'est certain. Oui, oui, oui. Quand c'est bon, vous pouvez l'amener où vous voulez. Vous pouvez l'amener au Sénat, vous pouvez l'amener au Parlement européen, vous pouvez l'amener chez le pape. Vous donnez le glutathion au pape, il va le prendre parce qu'il est bon, tout simplement. Alors, la marque Glutaline est connue maintenant au Sénat. Ce n'est pas, ce n'est pas un petit mot. Je suis très fière de cela, vraiment. Je suis très fière de cela. Et nous allons continuer. Nous allons continuer parce qu'il y a pas mal de projets en cours de téléchargement et nous allons continuer à faire des choses proprement parce que j'ai conscience qu'il faut qu'on inspire justement des jeunes. Oui, on doit inspirer les jeunes, aller vers des choses positives et croire en soi. Il faut vraiment inspirer nos enfants à croire en leur destinée. Ne pas avoir peur. La peur, c'est pour des fainéants. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. Il faut avancer coûte que vaille. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a des choses qui peuvent nous faire barrage. Je ne dis pas que c'est facile. Il y a des choses qui peuvent se compliquer au fur et à mesure que nous avançons. Mais il ne faut jamais s'avouer vaincu. Il faut toujours avancer. Toujours avancer. Oui. Et puis dans la positivité. C'est surtout ça. Donc, en tout cas, sachez que Gluta Cosmétique, c'est une entreprise française qui a de l'éthique et qui crée des cosmétiques de qualité et des compléments alimentaires de grade pharmaceutique pour la bonne consommation des femmes et des hommes exigeants. Voilà. Vous pouvez les trouver bien sûr sur notre site internet www.glutacosmetique.com, mais vous pouvez également les acheter auprès de nos distributeurs qui sont présents dans 20 pays. Le 23 novembre 2024, nous sommes à Libreville au Gabon. À Libreville au Gabon, nous allons faire une conférence à l'hôtel Laura Disson-Blue. Une conférence qui va certainement faire du bien à beaucoup de Gabonais. Je suis très contente pour cela et j'ai une joie énorme d'aller justement partager ces connaissances avec des Gabonais, comme nous l'avons fait l'année dernière avec des Camerounais. Cette fois-ci, c'est avec des Gabonais. Donc, et comme je vous ai expliqué, c'est une conférence qui sera parrainée par une haute personnalité gabonaise. Et je pense vraiment qu'on va passer un excellent moment ensemble. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. J'ai beaucoup de choses à faire. Que Dieu vous bénisse. Bel après-midi. Et à très vite certainement. D'accord? Bisous tout le monde. Que Dieu vous bénisse.